Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie civil de l'Université d'Ottawa. Leçon 1.2 Contraintes et déformations. Introduction. Le plan du cours. Une introduction, les contraintes, les déformations, le comportement élastique contre plastique, la loi de Hooke, la ductilité, la sécurité et les contraintes et déformations axiales. Cette première partie va couvrir les points 1, 2 et 3. Introduction. Pour dimensionner une structure ou une pièce mécanique, l'ingénieur doit comprendre les caractéristiques et limitations du matériau utilisé dans la composante ou pièce. Chaque matériau, l'acier, le béton, le bois, l'aluminium, etc., a des caractéristiques uniques. Pour déterminer les propriétés mécaniques des matériaux, nous utilisons des essais de laboratoire sur des échantillons du matériau. Par exemple, le test de traction est un test très simple et qui est couramment utilisé pour comprendre les propriétés de l'acier structural ou d'autres types de matériaux couramment utilisés en génie civil ou génie mécanique. Par exemple, disons, je veux faire la conception d'un bâtiment en acier et on a une poutre principale que je dois concevoir. Je dois faire le design de cette poutre. Après que je retrouve c'est quoi les charges qui sont appliquées sur la structure et qui sont appliquées sur cette poutre, et après que je sais c'est quoi les forces internes dans la poutre, je dois dimensionner la poutre. Pour dimensionner la poutre, j'ai besoin de quelques informations importantes. Premièrement, je dois savoir c'est quoi le matériau que j'utilise. Deuxièmement, je dois savoir c'est quoi les propriétés de ce matériau. Si je sais les charges et je sais le matériau et ses propriétés, je peux dimensionner l'élément de la structure. Alors, on peut faire ce test de traction où on applique une force de traction contrôlée et on mesure le déplacement. Alors, on va avoir une machine, comme les machines qu'on a dans les laboratoires du département de génie civil et mécanique. On va mettre un petit échantillon qui représente l'acier qu'on va utiliser dans cet élément. Alors, au lieu de tester tout cet élément, je vais prendre un échantillon d'acier qui est identique à l'acier qui est utilisé dans cet élément. Et je vais appliquer une charge axiale de traction. Et je vais mettre un instrument de mesure, comme un extensomètre, où je vais mesurer la déformation dans l'élément. Alors, l'essai de traction est un test simple sur un échantillon de matériau quelconque, par exemple l'acier. Lors du test, on mesure deux choses. C'est quoi la force de traction appliquée en newton et c'est quoi le déplacement axial subi par l'échantillon en millimètres. Ainsi, on obtient le comportement force-déplacement de l'échantillon. Cette courbe a une utilité limitée du fait qu'elle ne s'applique que à cet échantillon en particulier. C'est-à-dire, si j'ai un premier échantillon avec certaines dimensions, je fais ce test et j'ai ma courbe force-déplacement. Ensuite, je fais le même test, mais maintenant j'utilise un échantillon qui a une dimension qui sont 2 fois plus grand. Alors un diamètre de 2 fois plus grand et une plus grande longueur. Je fais le même test, je vais avoir un résultat différent. Alors, ce diagramme force-déplacement dépend des dimensions de l'échantillon testé. En particulier, ça va dépendre des dimensions d'air de la section. Alors, la section transversale, c'est quoi l'air? Ça va déterminer c'est quoi la force et le déplacement que ce matériau va subir. C'est-à-dire, cette courbe s'applique à l'échantillon, mais pas au matériau en général. Alors, ce n'est pas utile pour notre design. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre courbe qu'on appelle un diagramme contrainte contre déformation. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos forces et on va les normaliser. Et on va prendre nos déplacements et on va les normaliser. Et on va obtenir des contraintes en MPa et des déformations en millimètre par millimètre. Les contraintes mesurent l'effet des forces internes sur le matériau.
et les déformations mesurent les déplacements à l'intérieur du matériau. Ce diagramme, parce qu'on a fait cette normalisation, est indépendant des dimensions de l'échantillon testé. Alors, c'est un diagramme plus utile qui s'applique aux matériaux en général. Ainsi, on obtient une relation constitutive du matériau. Les contraintes. Tous les matériaux solides se déforment sous l'effet des charges ou forces. L'effet des dimensions peut être normalisé, comme on vient de voir. Si on normalise les forces, on obtient des contraintes. Le terme pour les contraintes en anglais, c'est stress. Les contraintes. On a deux symboles grecs qu'on peut utiliser pour les contraintes, sigma et tau. La définition, c'est une force par unité de surface, ou on peut dire l'intensité d'une force. Si la contrainte est normale à la surface, on utilise le symbole sigma. Si la contrainte est parallèle à la surface, on utilise le symbole tau. Voici l'état des contraintes en trois dimensions. Alors si je prends un élément infiniment petit dans une composante structurale et mécanique et j'étudie les contraintes sur cet élément infiniment petit, ça c'est les types de contraintes que je peux avoir. Tous les types de contraintes qui sont possibles sont montrés sur la figure. Si je simplifie un cas de deux dimensions, voici l'état des contraintes qui est possible. Voici quelques unités qu'on va utiliser pour convertir entre les unités Newton par mètre carré ou Newton par millimètre carré en pascal ou mégapascal. Cette relation, on va l'utiliser beaucoup dans nos équations, alors c'est bien de se rappeler de cette relation. 1 Newton par millimètre carré est égal à 1 mégapascal. Voici quelques unités américaines que vous allez aussi voir dans certains problèmes. 1 pound par square inch, on appelle ça 1 PSI. Et si on prend 1000 unités de PSI, on obtient 1 KSI. Et d'autres notes, 1 kip, c'est 1000 pounds, et ça c'est la conversion entre les PSI et les pascals. Les types de contraintes. On vient de voir qu'on a deux types généraux de contraintes. Des contraintes normales, qu'on donne le symbole sigma, et des contraintes de cisaillement, qu'on donne le symbole tau. Pour les contraintes normales, il y a divers sous-types. On a les contraintes axiales et les contraintes de flexion. Pour les contraintes axiales, ça c'est si on a une force axiale dans l'élément qu'on étudie. Alors, par exemple, pour ce treillis qui se trouve dans ce pont, on a des forces axiales qui vont se développer dans les membrures qui composent ce treillis. Alors, on va avoir des forces internes N, qui sont des forces axiales. N ou P ou F, c'est pas grave, c'est la même chose. Soit de traction ou de compression. Alors, on peut convertir ces forces internes en des contraintes. Comment? En utilisant certaines propriétés géométriques. Par exemple, pour la contrainte axiale, on prend la force interne et on va diviser par l'aire de section. L'aire de cette section qu'on utilise dans cet élément structural. Et comme ça, on normalise et on obtient la contrainte axiale. Dans les poutres, on a un autre type de contrainte normale qui peuvent se développer qu'on appelle une contrainte de flexion. On va voir qu'on a des forces internes qui peuvent se développer dans la poutre. Parmi ces forces internes, on a un moment interne. Ce moment interne cause des contraintes de flexion. Alors ici, la force interne est un moment fléchissant M. Si on veut normaliser ce moment interne et le transformer en une contrainte, on va encore une fois utiliser certaines propriétés géométriques de l'élément structural. Dans ce cas, on va utiliser ces deux propriétés qui sont des propriétés géométriques pour convertir ce moment en une contrainte. Pour les contraintes de cisaillement, on a aussi deux sous-types. On a des contraintes de cisaillement dans les poutres. Alors, dans cette même poutre, en plus du moment interne, on va avoir un autre type de force interne qu'on va nommer V. C'est un effort tranchant interne, un shear force. On peut convertir cette force interne
ont une contrainte de cisaillement, encore une fois en utilisant les propriétés géométriques de la section. Par exemple, l'épaisseur de la section au point où on veut trouver la contrainte. Aussi, ces valeurs Q et I sont aussi des propriétés géométriques spécifiques à la section qu'on étudie. Alors, on peut prendre la force interne, utiliser les propriétés géométriques de la section et ensuite on va obtenir une contrainte de cisaillement. Lorsqu'on a un élément et on a un moment de torsion, dans ce cas, on peut aussi trouver une contrainte de cisaillement reliée à cette force de torsion. Alors la force interne T, on va la convertir en une contrainte de cisaillement, encore une fois en utilisant les propriétés géométriques de la section. Par exemple, pour cet élément qui est circulaire, on a une section transversale avec un certain rayon. Alors si je prends ce rayon et une autre propriété géométrique qu'on va voir dans les leçons qui vont suivre, on peut normaliser cette force interne de torsion en une contrainte de cisaillement. Voici encore l'état des contraintes en 3 dimensions et tous les types de contraintes qu'on peut avoir. Et voici, si on voulait mettre ça dans une forme matricielle, on peut les montrer comme ça. Et ça, c'est le cas 2D qu'on vient de voir. On a mentionné les contraintes normales, on va donner le symbole sigma, et les contraintes de cisaillement, on donne le symbole tau. Et ça, c'est tous les types de contraintes qui peuvent se développer en 2 dimensions. Et ça, c'est la forme matricielle. Les déformations. Tous les matériaux solides se déforment sous l'influence d'une charge. Par conséquent, les contraintes ou les stress seront couplés à des déformations ou les strains. Alors, c'est quoi les déformations? C'est on va prendre les déplacements qui se développent dans l'élément structural et on va les convertir et les normaliser pour obtenir des déformations ou des strains. Alors, la déformation, on peut avoir 2 symboles, le symbole epsilon ou le symbole gamma, dépendamment du type de déformation. Pour les déformations normales, qui sont reliées aux contraintes normales, la déformation normale représente un changement de longueur et on utilise le symbole epsilon. Pour les déformations de cisaillement représentent un changement d'angle et on va utiliser le symbole gamma. Par exemple, pour les contraintes normales, on va avoir des déformations normales qui sont associées et on utilise le symbole epsilon. Le terme anglais encore, c'est strain. La définition, c'est un changement de longueur du matériau par unité de longueur. On comprend ici, parce qu'on normalise, que cette déformation n'a pas d'unité de mesure, c'est-à-dire c'est une propriété adimensionnelle. Souvent, nous l'exprimons en millimètres par millimètre. Alors, même si c'est adimensionnel, juste pour comprendre que c'est une déformation où on a normalisé par rapport à la longueur, on va utiliser millimètre par millimètre ou inch par inch. Parfois, nous utilisons le symbole percentage. Alors, percentage. Ceci veut dire qu'on a pris la déformation et on a multiplié par 100. D'autres fois, nous employons le terme microdéformation ou microstrain. Dans ce cas, on a pris la déformation et on a multiplié par 10 à la moins 6. Alors, par exemple, si j'ai une déformation de 0.002, c'est la même chose que 0.2% et c'est la même chose que 2000 microstrain. Alors, voici la formule très simple qu'on va utiliser pour trouver les déformations axiales, normales axiales. Alors, si j'ai un élément, j'applique une force axiale. Cet élément a une longueur initiale L0 et après l'application de cette force, on a une nouvelle longueur L. Alors, on trouve un changement de longueur, delta L. Alors, si je connais la longueur initiale et je connais ce delta L, je peux trouver cette déformation, juste en utilisant cette formule très simple. Pour les déformations de cisaillement, ou le shear strain, ça c'est une déformation qui représente un changement d'angle initialement droit
causée par une contrainte de cisaillement. Les unités ici sont des unités d'angle, alors c'est des radians. L'expression microrad est souvent utilisée pour décrire ces déformations. Et vous pouvez lire sur ce type de déformation dans le livre. On ne va pas couvrir ça en détail dans le cours. Vous avez d'autres détails ici qui sont pris du livre. Le coefficient de Poisson. Lorsqu'on applique une charge axiale, en plus de la déformation axiale, on aura également une déformation perpendiculairement à l'axe. C'est-à-dire, si j'ai cet élément et j'applique une force axiale de traction, c'est-à-dire j'étire cet élément. En plus de la déformation axiale, je vais avoir une déformation latérale. La déformation latérale va être beaucoup plus petite, mais elle existe, elle est là. De même, si j'applique une force axiale de compression, en plus de raccourcir l'élément, alors d'avoir une déformation axiale, je vais aussi avoir une déformation latérale. Cette déformation latérale est beaucoup plus petite, mais elle existe. Alors, c'est quoi la relation entre les déformations axiales et les déformations latérales? On peut trouver une relation entre ces deux avec le coefficient de Poisson. Le coefficient de Poisson est un coefficient qui est unique à divers types de matériaux. Le symbole qui est utilisé est μ. Elle lie la déformation latérale avec la déformation axiale, selon la formule qui est montrée ici. Alors, si je connais le coefficient de Poisson, je peux trouver la déformation latérale si on mesure la déformation axiale. Alors, on trouve une relation pour trouver ça. Alors, le coefficient de Poisson, c'est une constante du matériau. La déformation axiale, je peux la mesurer. Et si je multiplie les deux, je trouve la déformation latérale. Les limites théoriques pour les coefficients de Poisson sont de 0 à 0,5. Pour la plupart des matériaux de construction, ça va aller de 0,1 à 0,45. Par exemple, pour les bétons, c'est entre 0,1 et 0,2. Pour le bois, c'est entre 0,3 et 0,45. Et chaque matériau va avoir un certain coefficient de Poisson. Et ça, c'est la fin de la partie 1 de la leçon 1.2.